quand on regarde le concept de qualité des soins, donc on parle de l'accès, qui lui-même se définit en accessibilité financière. Hein. On sait qu'on peut avoir accès aux psychologues, il y en a énormément, même le double au Québec de ce qu'on retrouve au Canada. Mais la plupart des psychologues vont intervenir dans le privé, donc il faut avoir une assurance. Il y a environ, selon des statistiques canadiennes, environ le 2/3 des personnes au Canada qui ont une assurance qui couvre les services psychosociaux, aller voir un psychologue. Et on sait que même là, on n'a pas une couverture là, totale, même si on a une assurance privée. Aussi, quand on parle de qualité des soins, on réfère souvent à la continuité des soins qui est aussi problématique. Donc, moi, par exemple, je vais voir un psychologue, je suis aussi suivie par mon médecin de famille et souvent, ces deux intervenants-là ne vont pas communiquer entre eux. Donc ça, la continuité, elle est très importante. Ou si je vais dans les soins spécialisés, qu'il y ait un retour dans les soins primaires. Il y a aussi, bien sûr, le concept d'efficacité. Donc, c'est sûr que les interventions doivent être efficaces. Donc, là, on pense aussi à tout le phénomène des bonnes pratiques. L'efficience qui indique là, donc une efficacité, mais à meilleur coût. La sécurité qui est quand même aussi importante parce que c'est sûr qu'il faut que les soins soient sécuritaires, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Donc, comme je dis, c'est quand même assez complexe. C'est vraiment mettre en place tout un dispositif de soins qui intègre aussi la prise de décision du patient. C'est sûr que le patient aussi doit, on a beaucoup de littérature sur ça, le patient doit faire partie de son plan d'intervention, doit s'intégrer dans son plan d'intégration. Ça aussi, c'est important. Parfois aussi les familles, si on parle des jeunes, etc. Mon équipe a fait beaucoup de travaux sur les urgences. Et je trouve que regarder l'urgence comme un indicateur de la qualité du système socio-sanitaire, c'est intéressant parce que l'urgence, c'est comme un peu le baromètre du système de soins. Quand l'urgence est engorgée, c'est souvent le signe que les services ambulatoires ne sont pas assez accessibles, ne sont pas assez efficaces, que les services ne sont pas continus. Puis, à travers nos travaux et aussi la littérature internationale, on voit qu'environ peut-être la moitié des patients qui consultent pour raison de santé mentale à l'urgence, qui ne sont pas pris en charge dans le réseau de la santé mentale. Donc, qui utilisent l'urgence comme un peu un point d'accès aux services de santé mentale. On a vu qu'il y avait le phénomène aussi des grands utilisateurs de l'urgence. Ça aussi, c'est assez problématique. Donc, on a fait une étude avec l'Institut national de santé publique où on a regardé là, toute la population du Québec et on a noté qu'il y avait 17 de la population qui revenait plus de 4 fois par année pour raison, en fait, qui revenait à l'urgence et qui avait un trouble de santé mentale. Donc, cette clientèle-là qui revient constamment à l'urgence, elle est quand même plus problématique parce que c'est vraiment symptomatique que c'est une clientèle vulnérable qui n'est pas assez bien prise en charge et qui devrait donc être mieux pris en charge. On sait aussi que les services d'urgence coûtent extrêmement cher. Donc, c'est sûr que dans un dispositif optimal de soins, on serait mieux de mieux traiter ces clients-là, ces patients-là vulnérables et faire en sorte qu'ils ne reviennent pas à l'urgence. Et à l'heure actuelle, il y a très peu de stratégies qui sont mises en place pour mieux desservir cette clientèle-là très vulnérable des grands utilisateurs des services d'urgence. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup de belles choses dans les dernières années quand même pour consolider la qualité des soins. L'approche du rétablissement, tantôt vous me posez la question du patient partenaire, la reconnaissance que le patient doit être central dans son processus de soins, aussi l'importance des familles, qu'on doit impliquer plus, particulièrement dans la santé mentale des jeunes. Mais je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. C'est sûr qu'on a un système de santé aussi qui est sous-financé quand on compare à certains pays d'Europe en particulier, par exemple la Grande-Bretagne. C'est sûr que les chiffres, c'est très difficile de voir exactement combien d'argent va au système de santé mentale parce que ça dépend comment on comptabilise ces statistiques-là, mais disons qu'on est autour de peut-être 8-10 là, selon les statistiques que moi j'ai vues, comparé à d'autres pays qui sont plus autour de 15 C'est sûr, si on parle de la prévalence de la santé mentale, c'est quand même assez important. Puis les problèmes de santé mentale, plusieurs problèmes de santé mentale se sont accrus à travers les années. La pandémie COVID, on le sait, n'a pas aidé. Donc, c'est sûr qu'on a de plus en plus de gens qui sont aux prises avec des troubles mentaux et un système qui a été peu consolidé au niveau financier aussi. Donc, je pense qu'il y a une marge à faire aussi à ce niveau-là.
10 articles, je pense qu'ils sont assez intéressants. On a un article, par exemple, sur les indicateurs, justement l'indicateur de qualité de soins, mais autour davantage là, du rétablissement, l'approche sur les forces. On a des articles qui focalisent plus sur la première ligne, avec la création des équipes de santé mentale. C'est intéressant, donc une étude qui a évalué là, un peu les équipes de santé mentale en CLSC. On a des articles qui portent plus sur la famille, comment intégrer la famille. Puis c'est sûr que c'est important d'intégrer la famille, surtout pour la santé mentale des jeunes, mais en même temps, il faut respecter le choix du patient qui parfois ne veut pas intégrer sa famille. Donc, on a un article qui parle un petit peu de tous ces enjeux-là. On a aussi des articles qui portent plus sur les personnes âgées. C'est sûr que je vous dirais que dans les dernières années, on a mis beaucoup d'emphase sur les jeunes. D'ailleurs, on a un article qui porte sur l'école, un programme assez innovatif qui a été mis en place par les écoles. C'est sûr que quand on parle de la santé mentale des jeunes, les écoles sont des acteurs extrêmement importants. Et là, on parle aussi, je n'ai pas fait allusion à ça, mais au niveau de la qualité des soins, c'est très important que le réseau de santé mentale se mobilise, se coordonne, mais il faut aussi coordonner les autres secteurs. Alors, le secteur de l'éducation est un secteur extrêmement important quand on parle de qualité des soins à offrir aux jeunes. Si on parle de personnes en situation d'itinérance, le logement est très important et là, on fait plus affaire à la municipalité qui gère beaucoup là, le logement. Donc, on a un article, comme je disais tantôt, sur l'école, un programme innovatif mis en place. Et on a des articles, comme je disais, sur les personnes âgées. On a quelques articles aussi. On parle très peu, on parle moins peut-être des personnes âgées qui aussi, souvent, peuvent être isolées. Et on sait que vieillir, c'est pas toujours facile. C'est des deuils, de nombreux deuils à tout niveau. Et c'est sous-estimé quand on regarde les études, c'est sous-diagnostiqué les troubles mentaux chez les personnes âgées. On focalise beaucoup plus sur les problèmes, en fait, sur les maladies chroniques physiques. On sous-traite et sous-diagnostique les troubles mentaux. Donc, cet aspect-là est important, donc de faire attention aux personnes âgées et à leur santé mentale. Donc, on a quelques articles qui s'intéressent à cette problématique-là. On a aussi un article fort intéressant qui porte sur la responsabilité du psychiatre dans le contexte du suicide. Alors, aussi, c'est une problématique. Là. Nous, on a fait des études, comme je vous disais, beaucoup sur les urgences. Quand on regarde les personnes qui viennent à l'urgence pour des raisons de santé mentale, on a quand même pas loin du tiers des personnes qui viennent pour des crises suicidaires, donc des idées suicidaires ou des tentatives de suicide. C'est quand même une problématique importante pour lesquelles les gens viennent à l'urgence. Donc, c'est sûr qu'il y a une responsabilité clinique associée à ça, la prévention, promotion. Est-ce qu'on doit donner le congé au patient s'il est en crise suicidaire? Toute la responsabilité du psychiatre autour de ça. Donc, on a 10 articles quand même assez intéressants qui vont dans différentes dimensions, qui traitent autant santé mentale des jeunes, des personnes âgées, des adultes, un article sur les urgences, sur les écoles, comme je disais, un article aussi qui s'intéresse à la dépendance. Donc, je pense qu'on a un beau numéro pour les décideurs et les cliniciens qui veulent améliorer le système de santé. Je pense que je les inviterai à lire le numéro. Il y a beaucoup de matière là, pour donner des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les recommandations. Aussi, on a demandé aux auteurs qui concluent leur article sur des recommandations pour améliorer le système de soins, donc pour éclairer la prise de décision sur les solutions qu'on devrait déployer pour améliorer le système de soins.